Ça donne envie, hein. C'est beau, on a l'impression que c'est compliqué, mais en fait c'est simple. En fait c'est du cinéma. Ça fait quelques mois que je me suis rendu compte depuis la réalisation de mon court-métrage Dessin d'une main, au passage si vous ne l'avez pas vu, allez le voir sur YouTube, qu'il y avait 3 points essentiels. La créativité, la lumière et le décor. Et c'est de ce troisième point qu'on va parler aujourd'hui. En fait je me suis trop rendu compte et je me rends compte tout le temps à chaque fois que je regarde du contenu, à chaque fois que je regarde des projets faits par des gens sur internet, que il y a un petit souci selon moi, c'est que le décor n'est pas assez pris au sérieux, surtout sur des projets amateurs. Et je me suis posé une question, pourquoi? On cherche toujours à repousser ses limites, à chercher plus loin pour avoir le meilleur résultat. En écrivant cette vidéo, un tas de questions me sont venues. Est-ce que le scénario soutient le décor? Ou alors est-ce que c'est pas l'inverse? Et puis, est-ce que je me remets assez en question dans mes réalisations? Est-ce que les gens aussi se posent des questions? Qui peut juger? Et est-ce que je suis un bon réalisateur? Mais c'est quoi être un bon réalisateur? Je suis sûr d'une chose, c'est qu'il faut en être convaincu. Qu'on l'est et qu'on peut le devenir. Il faut tenter, expérimenter, et si je continue comme ça, je resterai convaincu. L'impact sur l'histoire. Un bon décor va appuyer le scénario. Alors, bien sûr, moi je me suis toujours dit qu'il fallait quand même déjà avoir un bon scénario, que ce soit au niveau de l'histoire, au niveau des personnages qui y sont. Mais le fait en fait d'avoir un bon décor, ça va appuyer tout ça. Ça va permettre aux spectateurs de un petit peu mieux comprendre votre scénario, pourquoi vous voulez aller vers cette direction ou vers une autre. Ça va permettre de mieux contextualiser et de mieux permettre de cerner les personnages. Je pense aussi que ça fait du coup un petit peu rêver les spectateurs sur certains décors. Imaginez, 1999, 2 hommes sont bloqués sur Mars. Ils ont rien, il y a une pluie de météorites. Et là, ils vont découvrir une civilisation. Et en rentrant, ça va devenir des héros. En vrai, moi je trouve que ça fait un petit peu rêveur. Genre, ça me donne envie. Quand je vois ça, je me dis, putain, je lis ce synopsis, demain j'ai envie d'aller au cinéma le voir. Mais imaginez, cette histoire, elle est tournée dans un terrain vague. Ça donne moins envie. Il y a moins ce truc de waouh, je vais aller voir en fait ce film. Et selon moi, c'est un petit peu pareil dans une réalisation. Il faut qu'il y ait ce waouh qui fasse que on va se dire j'ai envie de voir le film. Alors c'est vrai que bon, là je vous ai donné pas un exemple facile parce que c'est sûr que c'est pas forcément facile de recréer Mars, surtout quand on n'a pas de budget. Mais en fait, moi je pars du principe qu'il faut d'abord commencer avec ce qu'on a. Ça sert à rien d'aller chercher ce qu'on n'a pas parce qu'on ne peut pas devenir un bon réalisateur si on commence pas avec ce qu'on a. Après c'est que ma vision et vous verrez, vous allez commencer en fait à apprendre la réalisation, mais surtout le décor. Et c'est vrai que pour revenir sur le budget, moi je me suis toujours posé cette question, est-ce que la créativité ça a un prix? Et il y a aussi ce truc du coup de budget, de comment arriver en fait à construire un décor, à modeler quelque chose quand on n'a pas le budget. Il y a plein de petites bidouilles pour en fait un peu améliorer son décor, mais ça on en parlera dans le chapitre 3.
Le deuxième point, c'est l'impact sur la lumière et la caméra. C'est pas forcément grâce à la colorimétrie, grâce à la meilleure caméra ou meilleure lumière que vous aurez quelque chose d'intéressant, malgré que ça va y contribuer avec plein de petits éléments mis bout à bout. Mais c'est en fait principalement le décor qui va contribuer à rendre la chose bien, que ce soit que des films, même pour de la publicité, mine de rien, c'est vachement mis en avant aussi l'aspect décor, parce qu'on cherche à mettre en avant un produit dans un endroit par exemple, ou même moi qui réalise des clips, c'est hyper important aussi. Mais ouais, non, c'est pas la caméra. Ma FX3, je peux la mettre à la poubelle. Tout ça pour vous dire que beaucoup de gens, et ça on l'a beaucoup dit quand moi j'étais dans mon école de visuel, en fait c'est pas la caméra. Beaucoup de chefs opérateurs, beaucoup de jeunes qui veulent commencer se disent qu'ils vont devoir directement investir. Concentrez-vous sur votre décor, sur votre cadre, filmez avec votre téléphone, on s'en fout, et libérez, ça sera super, et on a une bonne image. Le décor a également un impact sur la lumière. Ce que je vais tenter de vous expliquer à travers cette petite séquence, c'est qu'en fait, c'est pas forcément votre caméra qui va tout faire. Cette petite séquence est tournée avec un Canon 600D, une caméra à 200 €. Honnêtement, je pense que pour 250-300 €, vous pouvez la trouver avec objectif, accessoires, batterie, sur le bon coin, sur eBay, et c'est vraiment pas cher. Vraiment, c'est 200 € une caméra. Et vous voyez que j'ai essayé de me mettre dans mon décor, et même avec peu, on peut arriver à quelque chose de sympa et de bien, un son un peu pas trop dégueu, et voilà. Le troisième point, c'est l'impact pour le spectateur. Quelqu'un comme moi, comme vous, quand on regarde un film, ce qu'on veut, c'est quand même comprendre l'histoire, comprendre la fin. Bon, c'est vrai que c'est certains réalisateurs, mais ils veulent laisser des fins ouvertes. Ils veulent du coup que ça soit libre à l'interprétation du spectateur, une fois que le film est fini. Moi, c'est vrai que j'ai eu ce truc-là quand j'ai regardé un film de Kubrick, très connu, Shining. Je sais pas si c'était parce que je l'ai regardé en plusieurs fois, mais à la fin, je suis ressorti de mon ordi et je me suis dit, ça n'est pas forcément du décor, ça n'est plutôt de l'histoire. Donc ça, on l'abordera dans la vidéo sur la créativité. Et en fait, du coup, je me suis rendu compte que c'était hyper important pour la compréhension du spectateur, le décor. En fait, imaginez, moi là demain, je décide de faire un petit court-métrage d'étudiant dans ma cuisine. La cuisine, c'est la vie de quelqu'un, c'est ma vie, c'est la vie de ma famille, mais c'est pas la vie de mes personnages. Donc en fait, il faut prendre en compte ce truc-là, c'est que j'ai vu en fait ça, j'ai trop vu ça quand j'ai regardé quand je regarde des courts-métrages étudiants, amateurs, que ce soit sur YouTube ou même sur internet, sur les sites où il y a des festivals qui publient un petit peu les projets. En fait, que les gens ne dissocient pas ça. Il peut y avoir dans une cuisine les photos de famille, les affaires de machin, les papiers de quelqu'un d'autre, mais ça va pas apporter quelque chose à l'histoire, et surtout que c'est très personnel. Et le spectateur, du coup, il peut vite être perdu dans ce truc de pourquoi il y a les photos de quelqu'un alors qu'on ne le voit pas dans l'histoire et qu'on ne le verra peut-être jamais. Donc en fait, il faut pas forcément trop abuser sur le décor. Il faut que ça reste subtil, mais tout en laissant quand même certaines choses pour par exemple comprendre que là on est dans une cuisine, pour l'exemple que je vous donnais, ou ailleurs. Il y a quelques mois, je faisais des recherches pour mon projet de fin d'année sur des décors. Moi, je voulais quelque chose d'un petit peu années 80, et j'avais beaucoup aimé la série sur l'histoire de Jeffrey Dahmer. Et je suis tombé sur un article impressionnant sur internet. Je suis tombé sur un article de Set Decoration Society of America, un site où a priori il y a plein d'explications sur des décors, comment ils ont été faits pour des films notamment. Et là, en l'occurrence, du coup, une série. Et en fait, ils expliquaient tout le procédé qui a été utilisé et comment ils ont fait pour complètement reconstruire les différents décors de la série. Et en fait, je suis tombé sur une des chefs décoratrices qui a bossé sur le projet, qui s'appelle Melissa Leach. Allez voir un petit peu son travail, elle a bossé notamment sur Womanji, elle a bossé aussi sur Vero. Elle a bossé avec Matthew Floyd Ferguson, lui qui a bossé sur The Watcher, sur Hollywood, et d'autres projets en commun avec Melissa Leach. Et c'était hyper intéressant en fait ce qu'ils expliquaient, parce que en fait ils sont allés chercher donc beaucoup de choses dans des brocantes. Ils sont également allés dans plein d'endroits, parce que là en l'occurrence c'était du coup une série où il fallait qu'ils reproduisent l'appartement de Dahmer, la maison de son père, donc ils sont vachement allés se documenter déjà, ça c'est important, documentez-vous pour vos projets.
et qui sont allés dans des brocantes un peu à droite à gauche, dans plein d'endroits, pour essayer de récupérer un maximum d'objets et d'éléments pour que ça corresponde à l'ambiance qu'ils voulaient. En fait, c'est hyper impressionnant de se dire que dans le cinéma, il y a des personnes, leur métier, qui sont payées juste à fabriquer des décors, à construire des choses, et c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de négliger. Et oui, du coup, comme je disais, dans ce genre de réalisation, en fait, c'est hyper important d'avoir un niveau de détail, parce que là, je sais pas si on pourrait qualifier ça de biopic, parce que bon, ça reste quand même une histoire hyper effroyable. Si vous l'avez pas vu d'ailleurs la série, je vous conseille d'aller la voir. Déjà sur le côté humain, pour un petit peu psychologique, mais moi je voulais plutôt vous inviter et inciter à aller la voir pour le côté réalisation. La lumière est folle. Il y en a qui n'ont pas aimé, mais moi, la lumière, décor. Peut-être que je suis trop. J'aime trop les trucs des années 80, ou un peu années 70, enfin, ces trucs-là, mais ouais, franchement, moi j'ai kiffé. Et mais du coup, je disais qu'en fait, ouais, c'est surtout dans les biopics ou des trucs comme ça, où on doit être vraiment soucieux du détail comme ça, même s'il n'y a la patte du réalisateur qui va essayer de transmettre lui comment il le voit là. Par exemple, si c'est un chanteur, je sais pas, il y a eu des biopics sur Queen, sur Freddie Mercury plutôt, sur Bob Marley là récemment, et ouais, il faut être vachement fidèle. Voilà, si tu as envie de reproduire sa maison, voilà, tu dois essayer de le faire bien. Et bravo à tous ces chefs décorateurs pour les films, et c'est assez impressionnant. Du coup, je vous mettrai en description l'article sur Set Decoration Society of America. Vous verrez, c'est hyper intéressant. Et allez fouiller un petit peu, vous verrez, donc c'est en anglais, mais je pouvais traduire en français parce que c'est pas très beau. Mais vous verrez, c'est hyper intéressant. Et il y a vachement des choses à aller creuser là-dedans. Mais je crois qu'il y a principalement donc, des trucs américains. Je sais pas s'il y a des articles un peu similaires ou des sites où il y a des Français qui parlent un petit peu. Mais c'est beaucoup chez les Américains, les décors, on va dire entre guillemets, sont assez fous. Ils ont du budget. Mais voilà, donc je vous invite à aller le voir. Et le deuxième film, le deuxième truc dont je voulais vous parler dans le cinéma, c'est un petit coup de cœur pour moi. C'est un petit chef-d'œuvre, selon moi, français. Il y en a peu, hein. Et là, ce film est incroyable. C'est un film de Christophe Baratier. Il faut dire que c'est son premier film. C'est Les Choristes. Pour moi, c'est le meilleur film français. Que ce soit au niveau de la lumière, que ce soit au niveau du jeu, des acteurs, que ce soit au niveau de l'histoire, et que ce soit au niveau des décors. Il y a eu un vrai travail qui a été fait là-dessus. Il y a une vraie patte, et je vous jure qu'ils ont dû se faire kiffer, à mon avis, après en tournant. Et du coup, je vous mets dans la description également un deuxième lien. C'est le lien vers le making-of. Un long making-of, je crois, qui dure 40 à 45 minutes. Il raconte du coup comment a été fait le tournage. On voit un petit peu les enfants s'amuser. C'est quelqu'un qui a vraiment été sur les lieux. Et c'est au moment même, c'est même pas raconté plus tard, c'est vraiment sur le tournage en lui-même que le making-of a été fait. Et du coup, on voit tout le travail où ils sont allés tourner en Auvergne, Rhône-Alpes. Ils ont trouvé un château qui correspondait bien à ce qu'ils voulaient. Et il fallait vraiment du coup retranscrire cet esprit d'internat. Et je trouve qu'ils l'ont trop bien fait, même dans les costumes, ils ont trouvé des vieux bureaux. Vraiment, ils sont allés dans le détail, et c'est ça qui est cool. Et je pense que c'est quelque chose que Christophe a compris, parce que c'est son premier film. Et je suis pas forcément vu d'autres, c'est dommage, il faudrait que je le fasse, d'autres films de cette filmographie à lui. Mais pour moi, je pense qu'il n'y a aucun film qui peut égaler ce film-là. Mais ouais, du coup, il a vraiment eu ce mindset et ce truc de se dire et j'ai mon scénario, c'est ça, donc il faut que j'aille, je retranscris comme ça avec le décor. Et avec, il y a eu un super travail de la lumière à côté, ça a été tourné en plus sur Péloche, un super étalonnage, machin. Donc tout ça cumulé avec le décor, c'est fou. Et moi je me suis du coup rendu compte de quelque chose qui m'a fait vachement évoluer dans mes réalisations, et c'est un petit challenge, on en parlera dans le troisième chapitre, mais que je vous conseille de faire à la maison, c'est de faire un film d'époque. Vous choisissez une époque, et vous tentez de faire un petit court-métrage, une petite cinématique, ce que vous voulez, je sais pas quel type de projet vous avez, si vous êtes réalisateur ou juste quelqu'un qui adore regarder des contenus sur l'audiovisuel, ou sur le cinéma en général, mais tentez, et peu importe le matériel que vous avez, c'est pas ça la contrainte. La contrainte, c'est vraiment, vous choisissez une époque, les années 40, les années 50, 60, 70, 2000, et vous essayez de réfléchir comment vous allez pouvoir réaliser ça, comment les gens étaient habillés, comment les décors étaient, les objets que les gens avaient chez eux. Et essayez de faire un petit truc avec ça, et vous verrez, ça va vachement vous challenger. Mais du coup, voilà, ce que je veux vous dire, c'est que des réalisations un peu datées, donc dans les époques années 80, 90, 2000, c'est que ça me pousse vachement à faire de la documentation, à devoir chercher comment rendre mon décor intéressant. Mais du coup, comment rendre tout ça intéressant? Je vais vous donner un petit peu quelques petits tips, quelques
petits trucs et j'espère que vous, ça vous aidera dans vos réalisations. En fait, selon moi, il faut ajouter moins pour que ça fasse plus. Plus vous allez épurer votre décor, comme on l'a expliqué dans le chapitre 1 et sur le fait que ça peut perdre votre spectateur, plus vous allez rendre quelque chose d'intéressant. La petite cinématique que vous avez vu au début, j'espère que ça vous a plu. Voilà, quelques petits trucs simples. Moi, du coup, je voulais un petit peu retranscrire cette solitude de mon personnage. En fait, il a l'impression qu'il y a des gens autour, mais en fait, il fête son anniversaire tout seul. Voilà, c'était un petit peu de la bière en arrière-plan. Bon, voilà, notre personnage, il est peut-être un peu seul, il se boit de l'alcool, il fume. À cette époque-là, on est un petit peu dans la cigarette. Voilà, petite bonne allumette pour que ça rende sympa à la caméra, pour allumer. Ça rappelle la fête. Voilà, et quelques petits éléments en arrière-plan, un peu de vaisselle, un vieux téléphone, une vieille radio comme j'ai mis. Voilà, c'est ces petits éléments-là en fait qui vont rajouter quelque chose en plus et qui vont du coup appuyer mon scénario, mon petit synopsis qui était un homme est seul chez lui, il ouvre son frigo, il prend son petit gâteau, il allume sa bougie, il est tout seul. Voilà, je vous l'ai fait très rapidement, mais voilà, c'était un petit peu ça que je voulais montrer. Et du coup, en fait, il y a un peu ce truc des éléments principaux qui vont du coup soutenir l'histoire, comme la bougie, le gâteau, le truc de fête, et des petits éléments secondaires comme je vous ai montré, les bières, la vaisselle, et ça va rajouter de la matière, et ça va rajouter un petit peu de vie au personnage, et à la table aussi. Voilà, regardez, j'ai pensé avec une petite nappe un peu sympa, et 2-3 petits éléments qui permettent de dater, le vieux téléphone, la vieille radio, et tout ça, ça rend quelque chose de sympa. Et en fait, agencez une pièce comme vous voulez. Si vous avez un salon, si vous avez une journée de tournage, mais agencez-le comme vous voulez par rapport à la lumière, mais aussi voilà, par rapport à vous, ce que vous voulez, par rapport à votre cadre. Bien sûr qu'il y a plein de choses qui vont rentrer en compte, mais vous voyez, la table, je l'ai mis de 3/4, c'est un petit peu mieux, je l'aurais mis droite. C'est plein de petits éléments comme ça qui vont faire que ça va être sympa à l'image et ça va être beau. D'autres petits trucs aussi que je voulais vous dire, je vais vous montrer un petit exemple. Voilà, du coup, autre petit exemple, rajouter du premier plan, rajouter des petits éléments en plus. Les pots de fleurs, ça marche toujours, des petites fleurs. Là, j'ai mis une petite lampe. En fait, il faut faire croire au spectateur dans le cinéma ce qu'on voit à l'image et en fait, ce qui a été fait au tournage, c'est jamais pareil. Donc en fait, s'il y a des éléments que vous avez envie qu'on voit mais que c'est pas possible, surlever. Moi, dans les autres chapitres, dans les autres décors où j'étais, j'ai surélevé plein de petits éléments, j'ai composé vraiment d'une manière un peu bidouille, mais pour faire croire au spectateur autre chose. Et d'avoir ces premiers plans, ces compositions comme ça, c'est toujours sympa. Les brocantes aussi, ça marche super bien. Pour vos décors aussi, allez dans les brocantes, allez dans les endroits. Moi, pour mon court-métrage de dessin humain, je me suis servi de Vinted et Le Bon Coin. Du coup, c'est plutôt Le Bon Coin. J'ai récupéré un vieux petit téléphone à cadran, joué en plastique pour enfants. Je sais plus la marque, mais voilà, très connu. Fisher Price, voilà, je le cherchais. C'était un petit peu les que je voulais mettre et je suis allé sur Le Bon Coin et j'ai trouvé quelqu'un qui les vendait pas cher. On peut trouver de petits trucs pas chers. Les vide-greniers, toutes les choses comme ça. Et j'ai récupéré aussi une vieille salopette. Donc ouais, la brocante ça marche aussi super bien pour chercher les choses. Après, voilà, en fait tout ça c'est mon ressenti à moi. Et je pense que ce qui compte pour un bon projet, c'est votre propre créativité.